Bonjour, je vous propose de découvrir avec moi le dénouement, acte 5, scène 7, de Phèdre, la pièce de Racine. Selon les préceptes d'Aristote dans la poétique, la tragédie doit provoquer un mélange de terreur et de pitié afin de purger les spectateurs de leur passion, en les vivant par procuration au théâtre. C'est ce qu'il appelle la catharsis. À la fin de la pièce, Thésée a maudit son fils Hippolyte, qui a été faussement accusé d'avoir fait des avances à Phèdre. Hippolyte est mort suite aux malédictions de son père. Phèdre avoue alors que c'est elle la coupable, avant de succomber aux effets du poison qu'elle a absorbé. Thésée, horrifié, représente sur scène le regard du spectateur. Le mélange de ces émotions, de terreur et de pitié, est perceptible dans les différentes mises en scène. Racine écrivit le rôle de Phèdre en pensant à une actrice, la Champmeslé, qui fut aussi un temps sa maîtresse. Cette pièce fut le plus grand triomphe de la Champmeslé, qui fit pleurer son auditoire à chaudes larmes. Nous sommes plutôt du côté de la pitié. Dans les mises en scène plus modernes, les acteurs accentuent l'expression de la terreur, par la violence de leurs gestes et la dureté de leur élocution. Dans la célèbre mise en scène de Patrice Chéreau, le cadavre d'Hippolyte est carrément représenté sur scène au premier plan. Ma problématique. Comment cette dernière scène permet-elle à Racine de réaliser le destin de chacun de ses personnages dans un dénouement qui suscite à la fois la terreur et la pitié? Nous allons faire ensemble un commentaire au fil du texte, mais voici quelques axes de lecture pour un commentaire composé. Une scène de dénouement classique, Thésée et Phèdre des héros tragiques, un aveu final qui vient innocenter Hippolyte, la mise en scène du jugement dernier de Phèdre, la culpabilité à la fois comme moteur tragique et questionnement religieux. Laissez-moi, loin de vous et loin de ce rivage, de mon fils déchiré fuir la sanglante image. Confus, persécuté d'un mortel souvenir, de l'univers entier je voudrais me bannir. Tout semble s'élever contre mon injustice, l'éclat de mon nom même augmente mon supplice. Moins connu des mortels, je me cacherai mieux. Je hais jusqu'aux soins dont m'honorent les dieux, et je m'en vais pleurer leur faveur meurtrière, sans plus les fatiguer d'inutiles prières. Quoi qu'ils fissent pour moi, leur funeste bonté ne me saurait payer de ce qu'ils m'ont ôté. On peut dire que la tirade de Thésée appartient au registre lyrique. Il associe la première personne avec l'expression de la douleur, mon injustice, mon supplice, je m'en vais pleurer. C'est la douleur élevée d'un personnage noble, au double sens du terme. L'éclat de mon nom augmente mon supplice. Nous ne sommes pas dans le pathétique car on touche ici au sublime. D'ailleurs, cette grande douleur est exprimée avec des hyperboles, l'univers entier, tout semble s'élever. L'hyperbole, c'est l'expression exagérée d'une idée. En plus, il nous donne à voir des images, celle de son fils ensanglanté, celle des forces qui s'élèvent pour ainsi dire physiquement contre lui. Le mortel souvenir est personnifié par le verbe persécuter. Il y a toujours une dimension musicale, esthétique dans le lyrisme. Ici, les allitérations en S et en R illustrent la souffrance du personnage. Le registre lyrique participe au genre tragique. Le personnage tragique est en effet victime de forces qui le dépassent. L'univers entier, ce sont les dieux eux-mêmes qui s'élèvent contre lui. Le personnage tragique est un personnage paradoxal, coupable et innocent, responsable sans le savoir des malheurs qui le frappent. C'est le cas ici. Croyant les mensonges d'Œnone, Thésée a appelé la colère de Poséidon sur son fils Hippolyte. Nous allons donc trouver toute une série de paradoxes, c'est-à-dire des idées qui choquent le sens commun. Je hais les soins, les faveurs meurtrières, la funeste bonté. L'association de ces mots est surprenante. Le personnage tragique possède toutes les clés qui lui auraient permis d'éviter le malheur. En effet, Thésée aurait dû vérifier les accusations d'Œnone. D'autant car ici, l'amante du jeune homme a plaidé l'innocence d'Hippolyte. Thésée commence à douter, il regrette d'avoir maudit son fils aussi précipitamment. Voilà pourquoi il craint d'avoir proféré des prières inutiles. Le personnage tragique est un personnage qui tombe de très haut. Plus la chute est vertigineuse, plus c'est tragique. Eh bien c'est le cas ici où Thésée possède un nom illustre et souhaite se cacher et devenir un obscur inconnu. On retrouve d'ailleurs ici la thématique sous-jacente de l'aveuglement. Thésée, soudainement capable de voir la vérité, souhaite se soustraire à la vue des autres. On peut faire le parallèle avec Oedipe qui se crève les yeux quand il découvre qu'il a tué son père, épousé sa mère et provoqué ainsi la peste qui s'abat sur Thèbes. Dans la tragédie, les spectateurs en savent plus que le personnage, c'est ce qu'on appelle l'ironie tragique. Ici, Thésée ne sait pas encore le pire. Hippolyte était effectivement innocent, la véritable coupable était Phèdre, sa femme. On peut donc dire que dans la tirade de Thésée, le registre lyrique participe au genre tragique. Non Thésée, il faut rompre un injuste silence. Il faut à votre fils rendre son innocence. Il n'était point coupable. Ah, père infortuné, et c'est sur votre foi que je l'ai condamné? Cruel, pensez-vous être assez excusé? Les moments me sont chers, écoutez-moi Thésée. C'est moi qui, sur ce fils chaste et respectueux,
osé jeter un œil profane, incestueux. Le ciel mit dans mon sein une flamme funeste. La détestable nonne a conduit tout le reste. Elle a craint qu'Hippolyte, instruit de ma fureur, ne découvrît un feu qui lui faisait horreur. La perfide, abusant de ma faiblesse extrême, s'est hâtée à vos yeux de l'accuser lui-même. Elle s'en est punie et, fuyant mon courroux, a cherché dans les flots un supplice trop doux. Dans la pièce, nous assistons maintenant au 3e aveu de Phèdre. Je vous renvoie à mes commentaires vidéo pour l'aveu qu'elle fait à Œnone, acte 1, scène 3, et la déclaration d'amour qu'elle fait à Hippolyte, acte 2, scène 5. Dans les textes d'Euripide et de Sénèque, Phèdre est celle qui accuse Hippolyte, puis elle se suicide sans avouer sa faute. Cela fait d'elle un personnage très coupable. Dans notre pièce, Phèdre a le courage d'avouer sa faute avant de mourir. Comme il l'explique dans sa préface, Racine souhaite montrer un personnage ni tout à fait innocent, ni tout à fait coupable. Que peut-on dire sur cet aveu de Phèdre? C'est un aveu précipité, fait dans l'urgence. Cela s'explique parce qu'elle a déjà absorbé un poison. Les moments me sont chers. Écoutez-moi, Thésée. Elle apostrophe Thésée à l'impératif. Les points de suspension montrent qu'elle lui coupe la parole. Dans les précédents aveux que nous avons vus, Phèdre utilise un langage détourné avec beaucoup d'implicite. Ici, l'aveu est direct. Dans un discours qui se rapproche de la plaidoirie, elle commence par innocenter Hippolyte. Non, Thésée, il n'était point coupable. Hippolyte ne recherchait pas l'amour de Phèdre, au contraire, c'était un feu qui lui faisait horreur. Puis elle s'accuse elle-même. C'est moi qui osais. Le verbe oser est retardé. Ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est le jeu d'acteur de Thésée qui comprend soudainement toute l'horreur de la situation. Comme il ne dit rien, on peut imaginer qu'il a le souffle coupé. Phèdre représente à nos yeux son propre procès. On retrouve tout un champ lexical juridique. Injuste, innocence, coupable, accusé. Elle retrace les événements en raccourci. Par exemple, Hippolyte, instruit de ma fureur, représente l'acte 2, scène 5. Ainsi, cette dernière réplique de Phèdre est comme un petit théâtre dans le théâtre, où le regard de Thésée se superpose à celui du spectateur. Phèdre plaide coupable, c'est moi qui. La structure présentative insiste bien sur la première personne. Il faut rompre le silence, il faut rendre son innocence. C'est une anaphore rhétorique, la répétition d'un groupe de mots en tête de phrase. Phèdre veut réparer ses erreurs sans pour autant s'innocenter. Elle utilise des périphrases péjoratives pour désigner son amour, ma fureur, une flamme funeste, ma faiblesse extrême. Dans son discours, elle oppose sa culpabilité à l'innocence d'Hippolyte. Regardez, chaste, respectueux, profane, incestueux. La chasteté s'oppose à l'inceste. Le respect, du côté du sacré, s'oppose au profane. Les adjectifs sont organisés en chiasmes, formant une structure en miroir. Le chiasme est très souvent utilisé pour illustrer un piège ou une opposition très forte. Ici, Phèdre innocente Hippolyte, autant qu'elle s'accuse elle-même. De plus, les rimes riches, respectueux, incestueux, soulignent ce contraste en nous faisant entendre le verbe tuer. Elle prend sur elle la responsabilité de la mort d'Hippolyte, en déchargeant ainsi Thésée. Mais Phèdre invoque aussi des circonstances atténuantes. Elle n'est ni tout à fait innocente, ni tout à fait coupable. Le ciel mit dans mon sein une flamme funeste. En effet, depuis le début, elle est victime de la vengeance de Vénus, qui lui a inspiré cette passion dévorante. L'allitération en F rappelle aussi le rôle de la fatalité dans le destin de Phèdre. Deuxième circonstance atténuante, le rôle de nonne. La détestable nonne a conduit tout le reste. Phèdre accuse très sévèrement sa nourrice qui est coupable d'avoir calomnié Hippolyte, provoquant la malédiction de Thésée et donc la mort du jeune homme. Elle n'a pas de mots assez durs pour elle. La perfide a cherché dans les flots un supplice trop doux, un doux supplice, le rapprochement de deux termes opposés, et oui, c'est un bel oxymore. Il faut savoir que le personnage d'Œnone a justement été créé par Racine pour rendre Phèdre plus innocente aux yeux du spectateur. J'ai cru que la calomnie avait quelque chose de trop bas et de trop noir pour la mettre dans la bouche d'une princesse qui a d'ailleurs des sentiments si nobles et si vertueux. Le fer aurait déjà tranché ma destinée, mais je laissais gémir la vertu soupçonnée. J'ai voulu, devant vous exposant mes remords, par un chemin plus lent descendre chez les morts. J'ai pris, j'ai fait couler dans mes brûlantes veines un poison que Médée apporta dans Athènes. Déjà jusqu'à mon cœur le venin parvenu, dans ce cœur expirant jette un froid inconnu. Déjà je ne vois plus qu'à travers un nuage, et le ciel est l'époux que ma présence outrage. Et la mort à mes yeux dérobant la clarté, rend au jour qu'il souillait toute sa pureté. Elle expire, Seigneur. Dans ce passage, on comprend que Phèdre se sacrifie pour expier sa faute. En effet, elle choisit la mort la plus douloureuse. Le fer est un moyen trop rapide, la noyade est une mort trop douce. Le poison est à la fois une mort longue et douloureuse. Il est intéressant de voir comment un auteur chrétien comme Racine se réapproprie le mythe antique. On peut dire d'un côté que la souffrance, par un chemin plus lent, et la confession, exposer mes remords, sont des actions rédemptrices. Mais le suicide est un péché. J'ai pris,
j'ai fait couler. Phèdre est sûr d'aller directement en enfer. En fait, Racine a été élevé à Port-Royal, chez les jansénistes, qui se réfèrent à la pensée de Cornelius Jansen. Pour lui, l'homme n'a pas la liberté d'obtenir le salut de son âme. C'est ce qu'on appelle la prédestination. Dieu aurait choisi à l'avance ceux qui seront graciés et ceux qui ne le seront pas. En cela, le destin de Phèdre correspond parfaitement à la doctrine janséniste. Ainsi, je pense que symboliquement, Phèdre prend avec elle toutes les fautes. Elle purifie le monde des vivants qu'elle souillait de sa présence monstrueuse. Ainsi, elle libère Thésée du poids de la culpabilité en se sacrifiant elle-même. Ce n'est pas un hasard si le dernier mot de Phèdre est le mot pureté. Ce mot explique sa mort. Différents effets de style viennent lier la mort et la culpabilité, assimilant le suicide de Phèdre à une condamnation à mort. Remords rime avec mort. De même, le verbe exposant se rapproche du verbe expirant. Le participe présent nous présente l'action dans la durée. Ainsi, l'aveu de la culpabilité coïncide avec une longue agonie. Le processus de purification est pour ainsi dire visible dans les images employées. Le cœur, qui était le siège de sa passion, est aussi le lieu où le venin se rend. Les veines qui brûlaient d'une passion coupable sont atteintes par un froid inconnu. Le regard de Phèdre est aussi le vecteur de sa culpabilité. On se souvient que c'est en voyant Hippolyte que sa passion était alimentée. Le nuage qui vient voiler son regard est aussi ce qui tue l'amour coupable. Ainsi, ce n'est plus Thésée qui doit se soustraire au regard des autres, mais bien Phèdre elle-même. Et la mort, à mes yeux, dérobant la clarté, rend au jour qu'il souillait toute sa pureté. La mort de Phèdre se déroule sur scène, comme en témoigne l'exclamation de Panope au présent de l'indicatif. « Elle expire, Seigneur !» Les règles de bienséance ne sont pas parfaitement respectées par cette mort qui se déroule sur scène. Cependant, il y a deux raisons qui expliquent le choix de Racine. D'abord, Phèdre s'est empoisonné, ce n'est donc pas une mort sanglante. Ensuite, c'est l'occasion d'une mise en scène qui provoque à la fois la pitié et la terreur. Regardez toutes les allitérations en R. Elles illustrent le râle d'agonie de Phèdre qui subit les effets du poison au moment où elle parle. J'ai pris, j'ai fait couler. Elle se reprend et se corrige, c'est ce qu'on appelle une épanorthose. Ici, cela crée un rythme saccadé, c'est le poison qui commence à faire effet. Elle insiste sur le passé composé, pour une action déjà accomplie dont les conséquences sont présentes au moment où l'on parle. Le passé composé devient progressivement du présent, le froid jette, je ne vois plus, la mort rend. Le poison de Médée, ce personnage inspire la terreur et la pitié. C'est la première épouse de Jason qu'elle a aidé à conquérir la toison d'or. Abandonnée par son mari, elle se venge en égorgeant ses propres enfants. Le ver, et le ciel et l'époux que ma présence outrage, est justement l'occasion de voir ce mélange de terreur et de pitié sur le visage de l'acteur qui joue Thésée. Elle expire, Seigneur. D'une action si noire que ne peut avec elle expirer la mémoire. Allons de mon erreur hélas trop éclaircie, mêler nos pleurs au sang de mon malheureux fils. Allons de ce cher fils embrasser ce qui reste, expier la fureur d'un vœu que je déteste. Rendons-lui les honneurs qu'il a trop mérités, et pour mieux apaiser ses mânes irrités, que, malgré les complots d'une injuste famille, son amante, aujourd'hui, me tienne lieu de fille. Nous avons vu en Thésée un héros tragique. Eh bien, cette dernière réplique contient les mêmes marques que nous avons remarquées tout à l'heure. Le thème de l'aveuglement, dans le verbe éclaircir, l'expression lyrique de la douleur, mon malheureux fils, les allitérations en S et en R, qui expriment la souffrance, la noblesse de cette douleur, les honneurs qu'il a trop mérités, etc. Selon Aristote, le héros tragique est un homme qui, sans être un modèle de vertu ou de justice, tombe dans le malheur, non pas à cause de ses vices ou de sa méchanceté, mais à cause de quelque erreur. Ainsi, le mot erreur renvoie directement à Aristote. Thésée voit maintenant l'erreur qui l'a plongé dans le malheur. Le dénouement de notre pièce obéit aux différentes règles du dénouement dans le théâtre classique. D'abord, il est vraisemblable. En effet, le suicide de Phèdre est cohérent avec le personnage dont Vénus souhaite la mort depuis le début. On se souvient de la scène où Phèdre sacrifiait des animaux en vain. La déesse attendait déjà un sacrifice plus important. C'était l'acte 2, scène 5. Précisément dans cette tirade, Thésée donne un sens au sacrifice de Phèdre. Regardez le verbe expirer. Il change de sujet. Quand Phèdre expire, c'est en fait aussi la mémoire de son action qui expire. Expirer entre ainsi en écho avec le verbe expier, utilisé plus bas. En se sacrifiant, Phèdre prend avec elle la culpabilité de Thésée, qui n'est plus aussi responsable de la mort de son fils. Cette dernière scène correspond bien à un dénouement nécessaire. Il découle logiquement de toute l'action qui précède. En comparant le discours de Thésée avant et après l'aveu de Phèdre, on peut observer un véritable retournement de situation. Avant, il voulait, de son fils déchiré, fuir la sanglante image. Maintenant, il souhaite embrasser ce qui reste de son malheureux fils. Maintenant qu'Hippolyte est innocenté, Thésée peut aller le pleurer comme une victime et non comme un coupable.
On remarque ici que le dénouement est suffisamment rapide pour créer un effet de basculement, un ultime rebondissement. Hippolyte est soudainement complètement réhabilité. Il devient ce cher fils avec un démonstratif qui le rend présent à nos yeux. Les honneurs sont trop mérités, car son innocence renforce ses mérites. La mort est irréversible, mais selon les croyances antiques, l'esprit du mort est encore présent à travers ses mânes. Il n'est pas trop tard pour mettre un terme au cycle des malheurs, en apaisant ces mânes irrités. L'attitude de Thésée a évolué, elle est maintenant tournée vers l'avenir. Regardez, la première personne du singulier, avant l'aveu de Phèdre, a été remplacée par la première personne du pluriel, associée à l'impératif. Thésée quitte son rôle de père pour prendre son rôle de roi. Il mène désormais une destinée collective et prend des décisions politiques. C'est le cas d'ailleurs lorsqu'il décide d'adopter Aricie. Que malgré les complots d'une injuste famille, son amante aujourd'hui me tienne lieu de fille. Aricie, l'amante d'Hippolyte, est issue de la famille des Palantides, détrônée par Thésée lorsqu'il devint roi d'Athènes. Le fait qu'il adopte Aricie, comme sa propre fille, est un acte de paix dans la cité. Cela obéit à la dernière règle du dénouement dans le théâtre classique. Toutes les intrigues secondaires doivent être résolues par le dénouement. Aucun personnage ni aucun problème ne doivent être laissés en suspens. En dénouant le destin d'Aricie, Thésée donne un avenir à la cité athénienne. Comme souvent dans les scènes de dénouement, le théâtre parle du théâtre. La mémoire des actions de Phèdre est aussi un clin d'œil au spectateur qui assiste justement à une pièce de théâtre rapportant une histoire antique. Racine s'inscrit lui-même dans la lignée des poètes qui ont raconté l'histoire de Phèdre. Les tirades de Thésée le représentent comme un héros tragique, victime du destin. Cela passe essentiellement à travers le registre lyrique. Phèdre est aussi une héroïne tragique. Sa culpabilité la contraint au suicide, malgré sa volonté toujours renouvelée d'échapper à sa faute. Elle met en scène son propre jugement, qui ne peut aboutir qu'à une condamnation à mort, puisqu'elle a déjà absorbé le poison. Du point de vue janséniste de Racine, le destin de Phèdre se rapproche de la prédestination. Il n'y a rien que le personnage puisse faire pour échapper à la damnation. Pourtant, le sacrifice de Phèdre n'est pas inutile. Le dernier aveu qu'elle fait à Thésée avant de mourir réhabilite la mémoire d'Hippolyte qu'elle aimait et met un terme à la vengeance de Vénus. Thésée peut alors pleurer son fils et reprendre son rôle de roi. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous étudiez l'œuvre complète, je vous invite à découvrir avec moi le résumé et l'analyse de l'œuvre en vidéo, ainsi que 2 autres extraits passionnants. L'aveu de Phèdre à sa nourrice nonne, acte 1, scène 3, l'aveu de Phèdre à Hippolyte, acte 2, scène 5. À très bientôt.